Il est 11 heures. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le 10-12 sur LCI. 1 an et 1 jour de guerre en Europe. Nous partirons en Ukraine. Dans un instant, retrouver nos envoyés spéciaux sur place. Mais avant, l'essentiel de l'actualité. Et on prend la direction du Salon de l'Agriculture. C'est une journée marathon qui attend notre président de la République, Emmanuel Macron. Il est arrivé au Salon de l'Agriculture ce matin à 7h45. Comme toujours, il y passe de longues heures. Alors le climat est particulièrement tendu en ce moment. La crise du pouvoir d'achat, la réforme des retraites. Le président de la République s'est exprimé il y a quelques instants. Il s'est exprimé notamment sur cette guerre en Ukraine. Il a été interrogé notamment sur le rôle de la Chine dans ce conflit. On retrouve tout de suite sur place Bastien Auger, vous êtes sur place avec Jean-Marc Bellard. Oui, exactement. Cette guerre en Ukraine n'est jamais loin ici au Salon de l'Agriculture parce qu'on sait qu'elle a des conséquences pour les agriculteurs, qu'elle est parfois génératrice d'inquiétudes, de tensions, notamment sur la question du prix des céréales, du prix des matières premières. Alors tout à l'heure, on a eu l'occasion d'interroger Emmanuel Macron là-dessus. Voit-il un espoir dans les plans de la paix qui a été proposé par la Chine, alors que dans le même temps, certains pays soupçonnent la Chine de vouloir livrer des armes à la Russie? Vous allez entendre la réponse du président de la République, très diplomate, très prudent. À la fois, il veut associer la Chine, espère qu'elle peut jouer un rôle de médiateur, mais en même temps, il y a un petit vent d'avertissement. Écoutez Emmanuel Macron. Je pense que le fait que la Chine s'engage dans des efforts de paix est tout à fait bon. J'irai moi-même en Chine début avril. La Chine doit aujourd'hui nous aider à faire pression sur la Russie, évidemment, pour qu'elle n'utilise jamais ni le chimique ni le nucléaire, ce que la Chine a déjà fait, mais ce qu'elle arrête cette agression en préalable à une négociation. Mais vous lui faites confiance parce que certains disent qu'il y a un double discours, la Chine aide la Russie, Ça va dans la bonne direction. Moi, je suis pour qu'on associe le maximum de grandes puissances au travail pour stopper l'agression, aider l'Ukraine à résister et bâtir la paix. Et donc derrière ça, la cohérence, c'est de ne livrer aucune arme à la Russie, qui est l'agresseur, et c'est de nous aider à convaincre la Russie de retirer ses troupes. Emmanuel Macron qui se rendra donc en Chine au début du mois d'avril. Ça fait partie des nombreux sujets évoqués ici. Les agriculteurs ont interpellé le président de la République sur leurs nombreux motifs d'inquiétude. La sécheresse en ce moment, évidemment. Il y a la question, je vous le disais, du prix des matières premières. Et puis beaucoup de questions aussi qui reviennent au président de la République sur le Mercosur, cet accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Emmanuel Macron continue de dire, il nous l'a redit tout à l'heure, que pour l'instant, il ne souhaitait pas signer un tel accord dans ces conditions. Mais les agriculteurs que nous interrogeons ici restent inquiets sur ce sujet. Ils craignent une concurrence déloyale et disent que beaucoup trop de normes dans le même temps leur sont imposées. Et puis il y a aussi un autre sujet évidemment qui va s'inviter aujourd'hui, celui de la réforme des retraites. Tout à l'heure déjà, quelques personnes ici ont tenté de brandir des pancartes pour dire retraite à 60 ans. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet qui revient le plus dans ces échanges avec Emmanuel Macron et les Français qu'il croise ici. Mais la journée est encore longue. Merci beaucoup Bastien Auger en direct du Salon de l'Agriculture et évidemment on reviendra longuement sur les déclarations d'Emmanuel Macron et la position de la Chine dans ce conflit en Ukraine à partir de 11h30. Dans le reste de l'actualité, le terrible meurtre de la professeure d'espagnol dans ce lycée de Saint-Jean-de-Luz. L'élève de seconde qui l'a poignardé est en détention provisoire. Il a été mis en examen pour assassinat. On rappelle que l'enseignante a été tuée mercredi dans sa classe alors qu'elle donnait un cours d'espagnol. On finit ces actualités par du cinéma. Les Césars, c'était hier soir et un film a quasiment tout raflé. Il s'agit du film La Nuit du 12, un thriller sur un féminicide inspiré d'une histoire vraie. Il repart avec 6 statuettes, dont le meilleur film, meilleur réalisateur pour Dominique Moll, meilleur espoir masculin, meilleur second rôle. Benoît Magimel a été nommé meilleur acteur dans le film Pacifiction et le prix de la meilleure actrice, lui, a été attribué à Virginie Efira, vous la voyez sur l'écran, pour son rôle dans le film Au revoir Paris. Nous entrons officiellement dans la deuxième année de guerre en Ukraine. Nous sommes en direct de Kiev, la capitale ukrainienne. Toutes nos équipes sont mobilisées sur place pour ce week-end très spécial et pour marquer ce triste événement. Nos reporters, vous les voyez s'afficher sur l'écran. Certaines sont dans le Donbass, d'autres dans le sud, à Mykolaiv. Darius Rochebin est à Kiev. Marianne Kotonov est à Kharkiv, dans le nord du pays. En tout,
Nous avons 10 journalistes de la rédaction LCI TF1 sur place, un peu partout en Ukraine, dans le Donbass, le nord, le sud, vous le voyez, mais aussi en Russie, à Moscou, notamment avec Adniva. Tout de suite, nous partons dans la capitale ukrainienne, Kiev, pour retrouver notre journaliste Darius Rochebin, qui est pour des rencontres très spéciales. Il était justement avec Oleksiy Danilov, le chef du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien. Écoutez son interview exclusive, on en discute dans un instant. Oleksiy Danilov, vous êtes secrétaire du Conseil de défense de l'Ukraine. Merci d'abord de cet entretien. Bonjour. C'est notre travail d'informer, notamment la société française, sur les événements qui ont lieu sur notre territoire. Au nom de guerre, d'abord, un point d'histoire. Le 24 février et dans les jours suivants, quel est d'après vous le moment qui fait que les Russes n'ont pas réussi à aller au bout de leur offensive? Ce n'était pas inattendu pour nous. Nous avons parlé ouvertement à tous. Nous avons dit que nous n'allions pas nous rendre, que nous vaincrons sans faute et que la Russie n'avait aucune chance. Mais personne ne nous croyait, ni les gouvernements des autres pays, ni les services de renseignement qui transmettaient les informations à leurs supérieurs. Poutine a réussi à désinformer tout le monde en disant qu'il était puissant, qu'il avait la capacité de vaincre notre pays, mais c'était impossible et c'était le cas dès le premier jour, dès le 24 février. Nous comprenions ce qui se passait chez nous, nous nous sommes préparés et nous étions sûrs de notre société et de nos forces armées. Est-ce que vous avez la preuve que les Russes ont tenté de tuer le président Zelensky? Tout d'abord, nous n'étions pas les seuls à avoir ces informations. Nos partenaires nous transmettaient aussi leurs informations. Nous comprenions quel ordre Kadyrov avait reçu dès les premiers jours du mois de février. Nous comprenions quel groupe s'apprêtait à le faire. Nous les avions mis sous surveillance et dès qu'ils sont rentrés sur le territoire ukrainien, nous faisions tout notre possible, voire l'impossible, pour les éliminer. C'était un moment critique. Dans toute cette situation, notre président était en danger. Il était menacé d'être tué pendant ces heures et ces jours. Après les plus récentes informations, est-ce que vous voyez que les Russes, maintenant, tentent une nouvelle offensive, préparent une nouvelle offensive? Eh bien, regardez, dans leur esprit malade, ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent. Même s'ils disent qu'ils veulent le faire, cela reste impossible. Le 24 février, l'année dernière, la situation était telle qu'il fallait régler la question sur le champ de bataille. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que les Russes n'ont aucune chance d'entrer dans notre capitale. Ils n'ont aucune chance d'entrer dans notre capitale. Les chars Léopard en particulier, où est-ce qu'on en est exactement dans les livraisons occidentales? De combien de chars Léopard disposez-vous? À quel moment? Je peux dire que les chars arriveront sur notre territoire très bientôt. C'est une question d'heures, car les premiers chars traverseront la frontière entre la Pologne et l'Ukraine dans les minutes ou les heures qui viennent. En ce qui concerne la quantité, ce ne serait pas 5 ou 10 chars, il s'agit de centaines de chars. Et c'est juste la question du temps. Mais ils arriveront sans faute. Il ne s'agit pas seulement de Léopard. La France a joué un rôle important pour débloquer le processus, pour que des premiers chars plus lourds arrivent à l'Ukraine. Nous remercions le peuple français pour l'aide qu'il a commencé à nous apporter pendant cette guerre. Alors, quelles paroles ont été décisives? Celles du dirigeant français, celles du dirigeant britannique ou américain ou encore allemand ou encore un autre? C'est une question que se poseront les historiens ou les hommes politiques. Le plus important pour nous, c'est que tous se sont unis et aujourd'hui, dans cette coalition, pour nous aider face à la Russie, il y a plus de 50 pays et nous les respectons tous. Et bien sûr, la France, en tant que grand pays d'Europe, joue un rôle clé en ce sens et nous le reconnaissons. Nous sommes très reconnaissants pour cela, peuple français. Nous avons interviewé le président Zelensky il y a 2 mois qui disait « Cet été, j'aimerais me baigner dans les eaux de Crimée ». Est-ce que
maintenant vous avez les moyens, vous voyez, est-ce que maintenant vous avez les moyens militaires de reprendre la Crimée? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est suffisant, mais je suis plus que certain que cela arrivera demain ou après-demain. Pas à pas, nos partenaires nous aident et nous avançons vers la victoire. Ce que je veux dire, c'est si on ne récupère pas la Crimée, les Ukrainiens ne considéreront pas que nous avons remporté cette victoire. Il faut libérer tous nos territoires qui nous appartenaient conformément au droit international de 1991. Les régions de Donetsk, de Lugansk, de la Crimée font partie de nos territoires. Nous ne céderons rien à personne, malgré toutes les tentatives de la Russie de résister à la décision de notre peuple et de notre président. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que, en légitime défense, vous pouvez frapper dans le territoire de la Russie? Mais tout d'abord, je tiens à vous dire que si nos forces armées font leur travail, nous ne tuons pas les civils. Nous luttons uniquement contre les sites d'infrastructures militaires qui nous attaquent depuis la Russie. Ils attaquent Kharkiv et d'autres localités ukrainiennes. Nous le faisons, nous le ferons encore. C'est notre droit de défendre notre peuple et nos villes des frappes d'où qu'elles viennent. Si ces frappes viennent d'un autre point dans le monde, notre objectif sera de même de retrouver ce point et de l'éliminer pour ne pas qu'il puisse détruire notre population et nos villes. Monsieur le secrétaire du Conseil de défense, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour cette interview exceptionnelle entre Darius Rochebin et Oleksiy Danilov. Général, comment est-ce que vous analysez ces déclarations? Est-ce que vous le sentez optimiste sur les prochains mois? Alors, il a une position exceptionnelle puisqu'il connaît la réalité, les forces et faiblesses de l'armée ukrainienne, puisqu'il est secrétaire du Conseil national de défense. Il connaît parfaitement les objectifs politiques du président. Et en même temps, il a plus de liberté de manœuvre pour s'exprimer. Et il ne le manque pas à différentes reprises. Donc là, moi je l'ai trouvé plus pondéré qu'à d'autres occasions, où il peut, justement, dans le cadre de cette position un peu particulière qu'est la sienne, être, si nécessaire, un peu plus menaçant dans l'action sur la profondeur russe, par exemple. Il l'a fait. Là, aujourd'hui, il est pondéré et il est dans une situation, si j'ose dire, qui n'est pas confortable, mais qui révèle la même détermination que le président Zelensky. Donc il est en harmonie complète, qui est assez logique avec son président. Moi, je l'ai trouvé très, très, très sûr. Pas d'un optimisme fou en ce qui concerne les dates. Vous avez vu qu'il a souri quand on a évoqué... Et en même temps, ça lui permet de redemander aussi des armes, de dire qu'ils sont dans une position de faiblesse. Il le fait régulièrement. Il sous-entend que ces progrès de l'armée ukrainienne sont quand même une fonction de l'aide logistique et politique, mais de l'aide logistique apportée par les Occidentaux. Vera Grantseva, il a aussi rappelé les objectifs de l'Ukraine dans cette guerre. Il a évoqué également la Crimée, donc c'est de reprendre le territoire ukrainien donc, qui compte donc, les frontières de 1991. Et ça intègre la Crimée, il l'a bien dit, encore une fois. Oui. À mon avis, il représente effectivement la détermination du peuple ukrainien de retrouver les frontières légales de ce pays qui sont établies par les Nations Unies. Donc, dans ce sens, pour moi, c'est aussi une des preuves que Poutine a déjà perdu en fait cette guerre, parce que du côté de l'Ukraine, il y a le peuple qui est très uni, en fait, qui soutient à fond son gouvernement, qui sont déterminés à aller jusqu'au bout pour sauvegarder leur souveraineté et même sauvegarder leur nation. Parce qu'on sait que le projet de Poutine, c'est pas que juste changer le régime, mais c'est effectivement exterminer la nation ukrainienne en tant qu'elle. Voilà, donc on peut voir ici que, effectivement, pour moi, c'est un signe que Poutine a perdu. Il a perdu au niveau politique, en fait, parce qu'on voit que la majorité du monde, des pays, ne soutient pas cette guerre. On condamne cette guerre avec le vote à l'ONU. On l'a vu encore une fois, c'était confirmé. Mais aussi, il a perdu au niveau historique, parce que personne n'y croit dans les causes de cette guerre. Il est vu comme injuste. Et
et elle est comparable avec l'invasion de Hitler en Pologne. Et aussi, il fait perdre, ce qui pour moi est très pénible en tant que Russe, il fait perdre aussi le peuple russe, parce qu'il entraîne le peuple russe déjà dans une guerre injuste pour laquelle le peuple russe va payer des décennies, plusieurs générations. Il détruit l'économie russe, voilà, et il met en danger même effectivement l'existence dans les frontières d'aujourd'hui, la Russie. Bon, j'espère que ça ne va pas entraîner la guerre civile, mais ces actions-là amènent la Russie effectivement à une situation très grave dans le futur. Volodymyr Pozelski, c'est vrai qu'il a rappelé les objectifs, il a évoqué également la Crimée. Il l'a admis, hein, il n'a pas forcément tous les moyens justement pour aller la récupérer. Malgré tout, pardon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est la priorité des Ukrainiens, la Crimée ? Non, mais est-ce que c'est plutôt le Donbass, là où justement l'armée est en difficulté, ou parce que c'est vrai que la Crimée revient tout le temps sur le devant de la scène alors qu'ils sont déjà en difficulté ailleurs. Oui, il revient tout le temps dans le discours sur les plateaux. On n'est pas encore là. Il faut aller étape par étape. On n'est pas encore à la libération de la Crimée. Juste, je voudrais rappeler que le Conseil de sécurité et de défense nationale ukrainienne, c'est un organe présidé par le président ukrainien qui inclut des ministres clés et responsables clés. Et donc, Danilov, c'est vraiment, il dirige au quotidien la coordination entre tous les ministères, et entre militaires et les ministères clés. Donc, il est vraiment au courant de tout ce qui se passe, effectivement, et c'est une personnalité clé, quelqu'un de... Pour dire oui, mesuré, mais il y a quand même, parfois, il est assez dur. Et pour rebondir à ce que vous dites, quand même, moi, je voudrais, un an après cette guerre, je voudrais rendre l'hommage vraiment aux victimes civiles. Si hier, le maire de Mariupol a dit qu'il y avait, selon les chiffres ajustés, 25 000 morts civils. La ville de Mariupol, qui avait 400 000 personnes avant la guerre, il dit qu'il y a 25 000 morts, 1300 enfants qui étaient déportés. Presque tout le parc immobilier a été partiellement ou complètement détruit. Et pour moi, la leçon la plus affreuse, c'est vraiment la banalité du mal. Quand on voit tout ce que les Russes ils ont fait, c'est quand même, on pense vraiment au régime nazi, parce que ce sentiment d'impunité, tous les crimes commis de manière complètement volontaire, complètement, tu ne comprends pas pourquoi tu fais ça, pourquoi on fait ça. Donc c'est quelque chose de terrible. Et donc on peut pas, et donc l'Occident, on peut pas supporter cela, tout simplement. Olivier Védrine, je voudrais vous faire réagir sur l'une des déclarations de Danilov. Il disait « Aucune chance d'entrer dans notre capitale pour l'armée russe ». Pourtant, vous étiez à Kiev il y a un an précis, au moment où justement l'armée russe a tenté de prendre la capitale. Est-ce que vous croyez en cette phrase quand il dit que l'armée russe ne pourra pas rentrer ? Quand moi j'ai quitté mon appartement à Levoberezhna, les chars étaient à 15 km, ils étaient au niveau de Bovary. Ouais. Et j'ai décidé de quitter aussi parce qu'il y avait une roquette qui est arrivée à 250 mètres de mon appartement, dans le pâté de maison juste à côté. Et les armes ont été distribuées à la population. Je pense que Poutine, par la Biélorussie, peut faire pression sur Kiev, peut faire pression sur l'armée ukrainienne, mais prendre Kiev me paraît quasi impossible. Ça consommerait en hommes énormément. Par contre, faire un siège, faire comme à Sarajevo, etc., c'est possible, mais prendre Kiev me paraît totalement impossible. C'est toute une population qui actuellement est armée. C'est tout un peuple qui défendra sa capitale. Et je crois que Poutine n'a pas cette folie-là. Par contre, faire pression sur la ville, à 15 ou 20 km en traversant la frontière, c'est ce que je crains. Prendre Kiev, non. Et en plus, vous savez de quoi vous parlez, puisque vous étiez sur place il y a exactement un an. Je vous propose maintenant de retourner sur le terrain à travers le récit de nos équipes sur place. On comprend d'une certaine manière pourquoi l'Ukraine met la pression pour recevoir ces armes lourdes, puisqu'on va partir précisément là où l'armée ukrainienne est en grande difficulté, à Bakhmout, au cœur du Donbass, ville disputée depuis plus de 8 mois. Sur place, on estime que 6000 civils sont restés. Ils tentent de maintenir un semblant de vie quotidienne. La vie sous les bombes, c'est un reportage de Michel Scott, Paul Bouffard et Antoine Pocry. Il y a de la nourriture, des produits hygiéniques et de l'eau potable. Voilà le chargement destiné à ceux qui vivent sous les bombes. Une fois son coffre plein, Evgeny prend la route, 15 minutes de trajet pour rejoindre Bakhmout et ses risques mortels.
Pour nous, c'est très étrange de voir qu'il y a encore des gens qui vivent dans ces zones. Au moins 5000 habitants. Les voici, ces irréductibles. Dans chaque quartier de la ville assiégée, on trouve encore des résidents qu'il faut approvisionner. Oui, toi aussi je t'apporte quelque chose. Certains se plaignent quand même d'être isolés dans ce secteur exposé aux tirs. Vous devriez venir chez nous. Et c'est où chez vous? Chez les gens civilisés, pardi. Oui, enfin, sur votre village aussi, ça bombarde. On se taquine malgré le danger. C'est passé juste au-dessus. Ce jeune homme a droit à 2 bonbonnes d'eau et un sac de provisions pour une semaine. Sa vie sous les bombes, il y est habitué. Hier, ça a tapé là. Et ensuite juste ici. Toute la journée, je m'occupe comme je peux. J'essaye de faire du sport en fait. Je fais des pompes, des haltères. Mais parmi ceux qui veulent rester à Bakhmout, il y a aussi ceux qui aident les autres. Dans son cabinet médical, Olena continue de recevoir des patients. Vous avez rendez-vous? Non? Qu'est-ce que vous avez? De l'arthrite? Alors vous allez prendre ça, 2 pilules par jour. Et si les bombardements sont trop intenses, les sous-sols de l'immeuble servent d'abri et de salle de soins. Dans ces moments-là, je descends ici et je soigne les gens. Si les Russes arrivent, on évacuera juste à temps. Mais en attendant, je continue à essayer d'apporter mon soutien. Descendre sous terre, c'est une façon de se protéger, bien sûr, mais aussi de communiquer avec le monde extérieur. Car cette cave est équipée d'une antenne Wi-Fi, un bricolage qui permet à chacun d'accéder à Internet. On essaye de recharger nos téléphones, nous dit cette dame. Mais il n'y a pas de réseau cellulaire. Alors on se connecte. Moi, je dois faire un virement bancaire. Ainsi va la vie dans ces villes écrasées par la guerre, où les militaires côtoient les civils et où les services de base, comme l'approvisionnement en nourriture, tiennent du miracle quotidien. Voilà pour ce formidable reportage de nos équipes sur place dans le Donbass. Le courage des civils, c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué, Olivier Védrine, quand vous étiez en Ukraine. Oui, le courage des civils hommes et femmes. Et quand je salue le courage de cette dame mère de Kherson, dont on a vu le reportage tout à l'heure. Je veux aussi, j'ai en mémoire, si vous voulez, quand je suis à la gare de Kiev et que je rentre saute dans le wagon, toutes ces femmes et ces enfants, ces vieillards, ces papas qui disaient au revoir à leurs femmes, leurs enfants ou leurs parents. Et après, moi, j'arrive à Lviv, et à Lviv, je suis caché dans la forêt par des volontaires ukrainiens. Et un jour, on me dit, c'est prêt, tu passes la frontière. Et je passe la frontière avec une famille, une maman et ses 2 enfants qui venaient de Zaporozhye. On arrive au camp de réfugiés et là, elle n'avait pas, donc c'est pour ça que j'ai voulu traverser la frontière avec elle et avec les 2 enfants, parce que elle me disait, j'ai pas de voiture de l'autre côté de la frontière pour aller à Varsovie, et j'ai pris toute la famille, et maintenant je suis le tonton français de la famille, voilà. Mais je veux dire, c'est le courage extraordinaire de cette femme qui a pris ses enfants, qui a traversé la frontière, qui a laissé son mari à Zaporozhye pour protéger ses enfants, aller au Portugal. Mais il y a plein de cas comme ça de femmes ukrainiennes qui ont pris leurs enfants pour les sauver. C'est extraordinaire, et 50 000 femmes ukrainiennes sont actuellement dans l'armée ukrainienne, se battent pour leur pays. Ce pays, vraiment, il y a les Cosaques, mais il y a aussi le Kozachka, les femmes Cosaques qui ont ce courage. Voilà, bravo aux femmes ukrainiennes. Voilà. Merci pour ces témoignages qui nous permettent de mieux comprendre aussi les atrocités de cette guerre. On reviendra dans un instant dans le 10-12, on partira en Chine, mais évidemment toujours pour évoquer ce conflit en Ukraine. Le gouvernement chinois a publié hier un plan de paix en 12 points. Il appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue. Et dans le même temps, on apprend que la Chine est suspectée de vouloir livrer des drones militaires à la Russie. Alors à quoi la Chine joue-t-elle? On en discute dans un instant. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine,
connectons nos énergies. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Floa, simplifiez le paiement pour faciliter la vie. Là, c'est une cuisine pour grands. Et là, pour familles nombreuses. De la place pour vos amis. Là, c'est le four. Là, les topinambours. Et là, c'est tout lui. Une cuisine qui vous ressemble de là à là. Cuisiner là, la 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 la. Encore Le Petit Marseillais réinvente ses gels douche. Une formule encore plus naturelle, un flacon encore plus transparent pour toujours autant de plaisir. Le Petit Marseillais, restons nature. Une bonne viande après une bonne séance de sport. Tu sais qu'elle est bonne ta viande, non? Elle se coupe comme du beurre. Tiens, d'ailleurs, tu me fais penser, faut que je passe chez Lidl, j'ai plus de beurre. T'achètes ton beurre chez Lidl, toi? Ah ouais. Je vais surtout pour faire mes courses. Et pour acheter de la viande qui se coupe comme du beurre. Si 25 millions de Français font leurs courses chez Lidl, forcément, vous avez déjà goûté et aimé l'un de nos produits. Pour retrouver un large choix de viande et de volaille à prix Lidl, il suffit de choisir Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Ça fait du bien d'avoir une banque en ligne qui vous met en contact avec un humain. Depuis 3 ans, Hello Bank est numéro 1 de la relation client digitale. Avec Hello Bank, profitez de 80 € plus 6 premiers mois offerts. Vous savez pourquoi on vous dit de taper carglass.fr? Parce que quand on cherche juste Carglass sur Internet, on n'est pas toujours sûr de trouver le vrai site Carglass. Alors si vous ne voulez pas de mauvaises surprises et avoir tous les avantages Carglass, prenez votre téléphone, tapez dans la barre d'adresse qui est juste là, www.carglass.fr, et vous êtes sûr d'être sur le vrai site Carglass. En plus, en ce moment, on applique gratuitement sur votre pare-brise le traitement Carglass anti-pluie. Comme ça, vous y voyez beaucoup mieux sous la pluie. Alors rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass remplace. Vous avez envie de perdre 1, 2, voire 3 tailles de pantalon? Avec Comme J'aime, c'est super simple. Vous avez 25 secondes pour scanner ce QR code. 1. Sortez votre téléphone. 2. Scannez le QR code juste ici. 3. Faites votre devis en ligne avec un conseiller minceur. Et 4. Mincissez. N'attendez plus pour scanner ce QR code. C'est simple, gratuit et sans engagement. Surtout, ne ratez pas votre chance. Allez-y, il ne vous reste plus que 5 secondes pour le scanner et vous pouvez toujours nous retrouver sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Aujourd'hui, chacun s'engage à sa façon. Sarah ne consomme plus que local. Quand Philippe, lui, s'autorise quelques écarts. Elsa s'est engagée à fabriquer ses propres vêtements. Et sa sœur allait lui emprunter. Sofiane s'est engagée à ne pas s'endormir à table. En même temps, il est à côté de Judith qui parle avec beaucoup de conviction, de ses convictions. Léna, l'engagement, c'est pas pour tout de suite. Quant à Thomas, lui, il a décidé d'être flexitarien. Car être flexitarien, c'est aussi s'engager. S'engager à consommer de façon raisonnée, en choisissant une viande plus durable, meilleure pour soi et pour nos territoires. Et pour ça, vous pouvez compter sur l'exigence de toute une filière. Aimez la viande, mangez-en mieux. Vous n'oubliez pas l'exposé pour lundi? C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 4 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Et pour votre contrat de gaz, optez pour l'option Gaz Vert Plus et choisissez jusqu'à 100% de gaz vert certifié produit en France. J'agis avec Engie. Oh là, vous êtes bien sage aujourd'hui. Ça va? Ah non, pas monter sur le canapé. Canapé Modena, le canapé convertible dressé pour s'ouvrir et se fermer rapidement. Retrouvez-le sur conforama.fr. Qu'est-ce que tu fous, lutin 44? Tu joues avec des moufs ou quoi? Ils vont manger leur short, gros soutien. Ça va être hot saucisse version sauce samouraï. Bonjour. Les lentilles. Bon, les nous, faut que je vous laisse, hein. Bah, bienvenue. J'ai des connexions totales ici. Vous imaginez même pas. Oh, c'est joli. Votre vie avance, notre réseau aussi. Orange. De nos jours, ça fait du bien d'avoir une banque qui vous offre autant de services pour seulement 5 € par mois.
Avec Hello Bank, profitez de 80 € plus 6 premiers mois offerts. Pour votre assurance, le prix le plus bas est-il vraiment le meilleur ? À la Maïf, on vous propose un prix juste. Un prix qui vous permet d'obtenir la meilleure indemnisation possible en cas de problème. Maïf, assureur militant. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la croisière 5 étoiles sur le Nil est à partir de 699 €. Legend Red, le parfum. Stressé? Euphytose, médicament traditionnel à base de 4 extraits de plantes, soulage les symptômes légers du stress et favorise le sommeil. Pas avant 12 ans. Chez l'enfant, un trouble du sommeil nécessite une consultation médicale. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Floa, simplifiez le paiement pour faciliter la vie. Il est 11h30, merci d'être avec nous sur LCI. Nous entrons officiellement dans la deuxième année de guerre en Ukraine. Nous sommes en direct de la capitale ukrainienne à Kiev, mais aussi avec tous nos envoyés spéciaux sur place pour marquer ce week-end très spécial. Nos reporters sont tous mobilisés. Vous le voyez, nous sommes à la fois dans le Donbass, mais aussi dans le nord du pays, à Kharkiv, dans le sud, à Mykolaiv, mais aussi dans la capitale ukrainienne. En tout, nous avons 10 journalistes sur place, partout en Ukraine, mais aussi en Russie, pour vous faire vivre les derniers événements sur place. Tout de suite, nous nous intéressons au cas de la Chine. Le gouvernement chinois a publié hier un plan de paix en 12 points. Il appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue. Emmanuel Macron, le président de la République, est en ce moment au Salon de l'Agriculture. Il s'est exprimé il y a quelques instants au sujet de la Chine. Écoutez. Je pense que le fait que la Chine s'engage dans des efforts de paix est tout à fait bon. J'irai moi-même en Chine début avril. La Chine doit aujourd'hui nous aider à faire pression sur la Russie, évidemment, pour qu'elle n'utilise jamais ni le chimique ni le nucléaire, ce que la Chine a déjà fait, mais ce qu'elle arrête cette agression en préalable à une négociation. Mais vous lui faites confiance parce que certains disent qu'il y a un double discours, la Chine aide la Russie, c'est ce que vous Ça va dans la bonne direction. Moi, je suis pour qu'on associe le maximum de grandes puissances au travail pour stopper l'agression, aider l'Ukraine à résister et bâtir la paix. Et donc derrière ça, la cohérence, c'est de ne livrer aucune arme à la Russie, qui est l'agresseur, et c'est de nous aider à convaincre la Russie de retirer cette troupes. Et pour en discuter, nous accueillons Pierre-Antoine Donnet. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes ancien correspondant de l'AFP à Pékin. Quand vous entendez ce plan de paix en 12 points de la Chine, est-ce que vous vous méfiez au premier abord ? Tout à fait, pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que dans ce plan de paix, la Chine ne qualifie pas de guerre ce qui se passe en Ukraine. Et son seul argument qui peut-être pourrait attirer notre attention, c'est que la Chine appelle à ne pas utiliser l'arme nucléaire. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Je voudrais vous faire réagir sur ce qu'on y trouve justement dans ce plan de paix. Voici ce que le gouvernement chinois dit. Toutes les parties doivent soutenir la Russie et l'Ukraine pour travailler dans la même direction et reprendre le dialogue direct aussi vite que possible en vue d'une solution pacifique. C'est ce qu'écrit le ministère des Affaires étrangères chinois. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, Volodymyr Pozelski ? Non, mais ce qu'il propose, c'est nouveau Minsk 3. C'est-à-dire, il propose de geler le conflit, cesser le feu, et après on va négocier. Mais comme j'ai déjà dit, même c'est plus le conflit, c'est pas le conflit territorial entre l'Ukraine et la Russie. On est dans une incompatibilité géopolitique, civilisationnelle entre le régime de Poutine qui a une visée revanche, qui veut construire un nouvel empire, et l'Ukraine indépendante. Donc, ou c'est l'Ukraine qui va survivre,
ou c'est la Russie, ou c'est la Russie qui doit changer son régime. C'est déjà arrivé à l'histoire plusieurs fois. Il y avait Etmana Kozak qui a été écrasé par l'Empire russe. Il y avait la République populaire ukrainienne qui a été écrasée par l'armée rouge et l'armée blanche. Donc aujourd'hui, on est dans le même cas de figure. Donc on ne peut pas parvenir à une négociation parce que des positions sont incompatibles. Et parce que c'est une ou l'autre. Donc, ce plan, c'est juste... la Chine, c'est un allié de la Russie, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y en a un qui a l'air d'y croire, c'est le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il a réagi justement à ce plan de paix, on l'écoute. Le fait que la Chine ait commencé à parler de l'Ukraine est un bon signe. Dans leur déclaration, j'ai vu un certain respect de l'intégrité territoriale. J'ai entendu et lu également un point portant sur la sécurité nucléaire. C'est très bien. Ça correspond également à nos intérêts. Pierre-Antoine Donnet, est-ce que vous pensez que le président Zelensky est naïf? Vous disiez que vous n'y croyez pas du tout à ce plan de paix chinois. Pourquoi est-ce qu'il dit tout ça alors? Non, je ne pense pas que le président ukrainien soit naïf. Mais simplement, il faut remettre tout ça dans son contexte. Quand on sait que le président chinois Xi Jinping va se rendre à Moscou bientôt, probablement début mars, peut-être le jour même... Il l'a confirmé, pardon? En tout cas, comment dirais-je... le président russe, Vladimir Poutine, a dit qu'il l'attend et que c'était déjà prêt. Mais il n'a pas encore dit si oui ou non il allait y aller. Non, mais c'est à peu près certain qu'il va y aller. Et donc, s'il arrive à Moscou le 9 mars, c'est les jours où la Russie va célébrer la fin de la guerre et le fait que l'Union soviétique avait vaincu les nazis. Donc, cette date, ce n'est pas une coïncidence et c'est un vrai pied de nez à l'Occident. Vera Grandseva, est-ce que vous rejoignez plutôt les propos d'Emmanuel Macron qui dit qu'il faut pouvoir compter sur toutes les puissances mondiales, peu importe, même si c'est la Chine, il faut pouvoir travailler avec elle? À mon avis, effectivement, il faut attirer plus des joueurs importants qui peuvent influencer les situations. Après, la question, qu'est-ce que la Chine va vraiment faire? Parce que dans tous ces propos qu'on voit, il reste assez flou. Et effectivement, soit elle propose des accords peut-être potentiels qui vont pas aider la situation, soit elle va plutôt même contribuer à juste geler la situation quand elle est et de cette manière aider la Russie, parce que c'est ce que la Russie aussi cherche. Donc pour l'instant, dans ces propositions, on ne voit pas un vrai projet qui va résoudre le conflit. On voit que la Chine cherche sa position, cherche sa place dans la situation. Elle utilise ce conflit pour effectivement contrebalancer l'Occident, pour se aussi positionner comme puissance importante, mais elle propose rien pour vraiment résoudre le conflit, condamner l'agresseur et restituer l'ordre international comme il devait être selon les principes de l'ONU. D'accord, donc finalement vous vous dites que la Chine n'annonce rien de spécial général. Et juste pour que ça soit clair ce que je dis, à mon avis, la Chine peut faire quelque chose dans ce conflit. Elle a le levier sur la Russie. La Russie dépend déjà de l'exportation de gaz, de pétrole en Chine. Mais est-ce que la Chine voudrait, est-ce qu'elle voudrait aussi associer ses intérêts avec les intérêts de l'Occident? Ça, c'est une grande question. Pour l'instant, elle veut plutôt contrer les intérêts de l'Occident. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas tout à fait clair. C'est la première grande proposition quand même qui est faite au monde. Et alors, avec quelque chose de particulier, c'est qu'on a les 5 membres du Conseil de sécurité qui sont concernés. La Russie, parce qu'elle a évidemment agressé l'Ukraine. Que 3 membres du Conseil de sécurité, États-Unis, Grande-Bretagne et France, soutiennent l'Ukraine. Et donc, le 5e, c'est la Chine. Et la Chine, donc, se trouve au milieu des membres du Conseil de sécurité et propose une solution. Donc c'est en même temps, au-delà du problème ukrainien qui est évidemment le centre, mais il y a tout l'environnement qui compte, c'est-à-dire la position de la Chine en termes de capacité à faciliter un nouvel ordre mondial, une paix mondiale. Je veux dire, il y a un bénéfice que va sans doute essayer de tirer la diplomatie chinoise de cette proposition, de façon à ce que, globalement, les incertains d'abord qui n'ont pas voté, qui se sont abstenus, ils sont nombreux, avec des très grands pays, mais aussi parmi ceux qui ont voté et qui ont voté parce que... mais ils trouveraient peut-être un certain intérêt à soutenir cette initiative, qui ira peut-être sans doute pas au but, mais peu importe. Le signal envoyé par la Chine, c'est entre les 3 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et la Russie, je propose quelque chose qui pourrait amener à
un retour éventuel à la paix. Sans qu'elle y croie forcément. Elle y croit. Alors maintenant, évidemment, les conditions ont été expliquées, sont quand même extrêmement plutôt en faveur de la Russie qu'autre chose. Mais je veux dire, c'est le premier vrai plan qui est mis sur la table. C'est sans doute loin d'être le dernier. Pierre-Antoine Donnet, je voudrais vous faire réagir sur la réaction de Joe Biden, le président américain, qui finalement, il fait un peu valser ce plan de paix. Il le dit, je n'ai rien vu dans un plan qui indiquerait qu'il y a quelque chose qui serait bénéfique à quelqu'un d'autre que la Russie si leur plan chinois était suivi, ce que vous disiez. L'idée que la Chine va négocier le résultat d'une guerre qui est une guerre totalement injuste pour l'Ukraine n'est tout simplement pas rationnelle. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais ce qui se joue aussi, ce sont les relations sino-américaines. Ah oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a un double langage à Pékin qui est très clair. Parce que d'un côté, on dit oui, plan de paix, etc. Et d'un autre, Anthony Blinken a accusé de façon quand même très marquée le fait que la Chine se prépare peut-être à livrer des armements à l'Ukraine, à la Russie. Absolument. Pardon. Et là, il y a maintenant le Spiegel, Der Spiegel, qui a révélé hier qu'il y a des négociations en cours avec l'armée russe sur la livraison de drones kamikazes, qui d'ailleurs sont un peu des copies de ces drones iraniens qui sont déjà livrés à l'armée russe en Ukraine. C'est pratiquement la même chose. Et ces fameux drones iraniens sont d'ailleurs de conception chinoise. Donc vous voyez ce double langage, je trouve que Joe Biden a bien raison de dire ce qu'il vient de dire. Oui, alors justement, les autorités chinoises ont été interrogées à ce sujet par le Spiegel et le ministère des Affaires étrangères chinois a refusé de réagir. Est-ce que vous trouvez ça étonnant, Olivier Védrine ? Moi, je veux qu'on reparte aux fondamentaux. Bon, ce plan, c'est vrai, il parle de paix. La seule chose pour laquelle on est d'accord, c'est qu'il parle de paix et une solution pacifique. Là-dessus, ok. Maintenant, on revient aux fondamentaux. La Russie et la Chine ont un ennemi commun qui s'appelle l'Occident. Ils veulent un monde multipolaire. Donc, ça se retrouve dans la déclaration de la Chine. On ne condamne pas la Russie. On ne parle pas de droit international, parce que pour ces gens-là, le droit international, c'est le droit occidental. Et on propose une solution pacifique sans condamner l'agression de la Russie. Donc, pour moi, c'est de fait une alliance diplomatique entre la Chine et la Russie contre l'Occident. Et essayer de prendre le leadership pour proposer leur monde multipolaire contre un droit international. Voilà. Très exactement ça. Oui, Vera. À mon avis, c'est aussi le fait que la Chine sort en même moment deux propositions contradictoires. Donc, d'un côté, voilà la paix, avec des détails qu'on voit, par exemple sur les sanctions, qui plutôt incline sa proposition vers la position russe. Et de l'autre côté, elle menace à livrer les armes. À mon avis, ça montre un peu la façon chinoise de dire à l'Occident que soit vous nous accordez une place qui nous convient par rapport à notre rôle dans les relations internationales, dans ces négociations. Soit, effectivement, on va mettre du côté de la Russie, parce que la Chine, c'est toujours très en direct ces messages. J'ai travaillé un peu avec la Chine au niveau diplomatique, quand j'ai travaillé à la mairie de Saint-Pétersbourg, et j'ai retenu ça de cette collaboration, qu'il y a toujours plusieurs messages, et souvent, par cette manière de donner deux messages contradictoires, il y a en fait une idée derrière qui, effectivement, on peut faire la pression pour qu'on accorde à la Chine une place qu'elle, dans ses yeux, mérite dans les relations internationales. Général, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que Xi Jinping pourrait faire un bon médiateur, finalement? En fait, je pense qu'il a perdu l'occasion. S'il y avait eu une occasion, elle aurait dû être dans les 6 premiers mois. Je pense que maintenant, le temps d'une éventuelle initiative est passé. Bon, est-ce qu'elle aurait été reçue? Sans doute pas, parce qu'on voit mal les Américains laisser une place aussi énorme à la Chine dans le cadre d'un règlement qui se passerait en Europe, où eux-mêmes seraient relativement partie prenante dans le cadre du soutien qu'ils accordent à l'Ukraine. Donc, vraisemblablement, ça aurait été un échec. Maintenant, oui, je pense qu'il y a beaucoup de faux nez dans cette affaire. Les Chinois ont en permanence le souci de l'action globale et l'idée de proposer au monde quelque chose qui s'oppose à l'Occident, manifestement, et à redistribuer le positionnement sur le podium. La place souhaitée par la Chine, c'est la place de numéro 1, c'est pas la place de numéro 2.
Justement, puisque vous parliez des États-Unis, regardez ce qu'a dit Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale. La Chine essaie de vendre l'idée qu'elle n'est pas complice de la Russie. C'est aussi ce que vous pensez, Volodymyr ? Mais oui, parce que la Russie, aujourd'hui, dépend de plus en plus de la Chine. L'intérêt de la Chine, que la Russie ne soit pas affaiblie, parce que justement, c'est contrepoids contre les Américains, c'est favorable à la Chine. Et après, juste, on sait que, par exemple, le président Loukachenko va se rendre en Chine. Donc, quand même, on est à tous sur le plan économique et sur le plan de plus en plus peut-être militaire, c'est quand même la Chine se positionne comme un allié de la Russie. Mais évidemment, il va cacher ça à cela, c'est sûr, c'est évident. Mais justement, comment vous analysez, vous, cette annonce de Loukachenko, le président biélorusse, qui pourrait se rendre en Chine prochainement ? Écoutez, on voyait la formation d'une nouvelle bande des quatre, si je puis dire, entre la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Ouais. Et là, maintenant, il y a un cinquième, qui est d'ailleurs un allié naturel aussi, qui pointe son nez. Mais, vous savez, pourquoi cette offre chinoise et pourquoi le président Xi Jinping va se rendre à Moscou ? C'est parce que, de part et d'autre, il y a une sorte d'instinct de survie. Dans la mesure où, côté chinois, on se rend bien compte que la Chine est de plus en plus isolée du fait de sa politique passée qui était celle de la coercition et de l'intimidation. Et face à la Chine, maintenant, il y a une alliance aussi qui est plus solide que jamais entre les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et un peu l'Inde aussi. Et côté russe, c'est pareil. La Russie est très isolée. Donc c'est en fait la survie de ces deux régimes et la survie de leurs dirigeants qui est en cause. Olivier Védrine, est-ce que ça vous inquiète, cet éventuel rapprochement entre Loukachenko et Xi Jinping ? J'avais écrit avant le 24 février un article dans la Tribune de Genève où je dis qu'allait se dessiner deux camps, le camp des démocraties et le camp des totalitarismes. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir émerger avec cette Chine qui ne condamne pas la Russie. Ils savent pertinemment que si jamais l'Ukraine gagne, la Russie sera en danger. Et ils savent que si la Russie tombe et devient, entre guillemets, plus libérale, le prochain, c'est la Chine. Et si vous voulez, là, il y a un peu une association de malfaiteurs qui s'entendent très bien ensemble, pas parce qu'ils s'aiment particulièrement, parce que les Russes ne supportent pas les Chinois, non, simplement parce qu'ils ont un ennemi qui s'appelle la démocratie et la liberté. Voilà. Très juste. Mais alors justement, Vera, est-ce que Vladimir Poutine n'est pas en quelque sorte arrivé à ses fins ? Il voulait aussi créer un front anti-occidental et il est en train d'arriver à ses fins. Oui, effectivement, à mon avis, Poutine s'est retrouvé dans une impasse un peu politique et économique parce que la collaboration avec la Chine, c'est assez aussi contradictoire et ambigu pour les intérêts de la Russie. Effectivement, les élites russes, malgré ce qu'ils disent ouvertement, publiquement, ils ont beaucoup peur de l'expansion de la Chine en Sibérie. Voilà, si vous parlez avec eux derrière des portes à huis clos, vous verrez que chacun va vous dire que la Chine, c'est en danger pour la Russie, malgré toutes les déclarations politiques. C'est ce que j'ai eu comme l'expérience aussi en travaillant. Danger mortel. J'étais en Sibérie, c'est le danger mortel. Voilà, en Russie. Et après, il faut aussi même voir comment, même si pour l'instant la Chine a l'envie à utiliser la Russie, à mon avis, on ne peut pas parler de l'alliance vraiment stratégique quand deux puissances se comprennent bien, ils ont des intérêts communs, stratégiques, etc. On est loin de ça. La Chine essaie effectivement de juste utiliser la Russie pour ses ressources, tout d'abord pétrolières et de gaz. On sait que la Chine a pu négocier une remise énorme sur les exportations du gaz et du pétrole de la Russie. Mais si en quelques moments aussi il y a, peut-être que ce moment approche, les intérêts de la Chine seront menacés par ce que fait Poutine et ce qu'on voit déjà maintenant. On sait que la guerre en Ukraine déstabilise l'Occident et le partenaire principal quand même de la Chine par rapport par exemple au commerce, c'est l'Occident et pas du tout la Russie. Donc ça, dans ce sens, cette guerre, elle va à l'encontre des intérêts économiques de la Chine. Et on voit par le positionnement de la Chine que, en fait, ils restent ambigus. Juste, il suffit de comparer les déclarations officielles des ambassadeurs chinois en Occident et de ce qu'ils disent en Russie ou en Asie centrale. C'est assez différent, en fait. Ils restent assez ambigus quand ils parlent à l'Occident et leur discours est plutôt en faveur de la Russie quand ils sont en Russie. Et juste dernière chose, par exemple, l'Asie centrale, les alliés, soi-disant, de la Russie. Et après, il y a les autres marqueurs qui montrent que malgré les déclarations politiques de Pékin, il y a aussi les marqueurs économiques qui montrent que le business chinois est assez réticent
puissants pour vraiment s'engager à fond dans la collaboration avec la Russie. Par exemple, il y a les banques chinoises qui sont retirées du marché russe. Il y a la compagnie Huawei qui a déjà aussi arrêté les opérations en Russie et ça influence déjà les capacités de gouvernement russe dans l'aspect électronique. Il y a des systèmes déjà, par exemple à Saint-Pétersbourg d'où je viens, qui ne marchent plus parce que le gouvernement russe a utilisé la compagnie Huawei pour maintenir leur système économique. Donc c'est pas tellement aussi allié comme il le Moi, il y a un détail qui m'a choqué, c'est lors du dernier congrès. Le président chinois a dit l'économie n'est pas le premier facteur, mais la stabilité politique et la sécurité. Ça veut dire maintenant, attention, ils sont capables de sacrifier sur l'économie. Oui. Et moi, j'ai senti un tournant là qui n'est pas favorable à l'Occident. Il y en a un, tout à fait. Et qui ne va pas dans le sens justement d'une bonne analyse où effectivement le client. Non, maintenant c'est la sécurité et la stabilité politique. Et ça veut dire que là, tout est possible. D'accord avec ça ? Je partage totalement ce que vous venez de dire. Lors de ce 20e congrès, lors du discours inaugural du président Xi Jinping, il a prononcé le mot économie 3 fois et le mot sécurité nationale 25 fois. Donc ça illustre très bien ce que vous venez de dire. Et vous savez, derrière tout ça en filigrane, pour la Chine, il y a Taïwan. Et il y a quelques jours, le chef de la diplomatie chinoise a rencontré le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Et ils ont publié un communiqué commun où l'un et l'autre disent que l'intégrité territoriale est sacrée. Et pourquoi la partie chinoise dit ça ? C'est parce qu'ils visent Taïwan. Sachant que là aussi, cette unité en face est en train de se faire plus que jamais. Donc, côté chinois, on parie sur la durée. On parie sur peut-être une victoire russe qui maintenant paraît assez improbable, mais en regardant Taïwan. Mais c'est vrai qu'on l'a souvent dit, la Chine surveille aussi ce conflit en Ukraine, notamment pour ses intérêts à Taïwan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans le 10-12. L'information continue évidemment sur LCI. Ne manquez pas le programme passionnant aujourd'hui sur notre chaîne à 18h. Soirée spéciale, un an de guerre, mais aussi série événements à suivre. Poutine, l'espion devenu président. Découvrez les 3 épisodes en intégralité ce soir. Ce sera à partir de 20h sur LCI. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Solène Rioux pour le 12-15. Quant à moi, je vous dis à demain.